tous et bienvenue dans Woman, l'émission mensuelle qui vous fait découvrir les films des réalisatrices d'Asie. Je m'appelle Flo et je suis toujours épaulé par la meilleure équipe possible, à commencer par Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Flo, bonsoir, bonjour tout le monde, où que vous soyez, j'espère que tout le monde va bien. Bah, on l'espère aussi, oui, tout à fait. On espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez. Chloé, de ton côté, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Ça va, c'est bientôt les vacances, donc ça c'est cool. Ça, c'est On peut bien. enfin respirer dehors dans la mesure du possible, si c'est possible. Pour le moment, Tout du moins à Paris, donc ça c'est cool pour quelques jours. t'inquiète, ça Et revient. voilà. Oui, j'évite d'y penser, c'est pour ça, tu vois. Je me suis dit, bon, Au non. moment où vous écoutez ce podcast, il est possible que vous ne puissiez plus respirer à l'extérieur de Ouais. votre logement. Charlotte, comment ça va? C'est très bizarre. Comme ça. Belle transition. L'enchaînement, ouais. L'apocalypse aura peut-être eu Respire, lieu. Charlotte. Et ben, bonjour, bonsoir à tout le monde. Toujours ravie de participer à cette magnifique émission avec vous. Et voilà, moi ça va à peu près aussi. Je suis en vacances depuis peu et pour l'instant je redescends. Voilà, Ça, c'est ça une va. bonne nouvelle. Je prends conscience que les Sur vacances l'esprit sont des là. vacances. Est-ce que c'est pas un peu l'émission des vacances quelque part du coup? Bah je sais pas, vu que je suis Bah, la seule à être vraiment ouais. en vacances. Non, je sais. Ok, bon, ça bah, fait une du semaine coup, que c'est je suis pas en vacances. l'émission des vacances. Ah, Bah, Mathieu voilà, aussi. voilà, merci. Ça fait une semaine que je fais rien. Ouais, trop bien. Bravo Excellent Mathieu. programme. Félicitations, I guess. Merci, Euh, j'ai tout donné. Issam, comment ça va? Ça va, bah moi je suis presque en vacances, je suis sans emploi donc C'est vrai, c'est pareil. vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu les vacances aussi quelque part? Ah bah si, totalement, profiter savoir du faire une système, pause dans la tout pause. ça, tu sais bien Voilà, ce que voilà. c'est. Non, bah, et puis oui, en espérant que personne soit en train de mourir sous la chaleur en nous écoutant. Et puis sinon, il fallait On nous leur- écouter plus tôt. Mais... On le leur souhaite en tout cas. Enfin, plutôt, on ne leur souhaite pas. Terrible, terrible introduction que Si, on ça leur qu'on vient souhaite de de ne faire. pas être en train de mourir, dans ce sens-là. Voilà, c'est C'est compliqué. grosse ambiance ce soir. C'est vraiment une bonne Et ambiance ce on soir. vit bien. Moi, j'ai commencé avec le sourire, ça s'entendait que j'étais de bonne humeur, hein, mais là, je sais pas ce Toujours, qu'il dit. On voulait t'embarquer dans notre. Ouais, non, mais je comprends. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui fait l'actualité, puisqu'il est sorti cette semaine au cinéma et qu'il est actuellement en salle, un peu partout en France, Sous le ciel de Kyoto, de la réalisatrice Akiko Oku. Si vous suivez ce podcast depuis ses débuts, vous vous souvenez sans doute qu'on a déjà parlé d'Akiko Oku dans notre deuxième épisode, qui était consacré à son film Tempura. Et dans les 4 années qui ont séparé Tempura de Sous le ciel de Kyoto, on ne peut pas dire qu'elle est chômée, puisque c'est son 10e long métrage, Sous le ciel de Kyoto, et qu'entre-temps, elle a participé à la réalisation de plusieurs séries télévisées, ainsi que d'une comédie romantique inédite en France qui s'appelle Wedding High. C'est une Ah oui, je l'ai vu, cinéaste. celui-là. Ah bah voilà, tu vois. Alors, c'était bien ou pas? Tous les Vas-y. dossiers. Tu viens de Alors, m'interrompre c'est- pendant mon script, c'était bien Pardon, ou pas? pardon. C'est pas son meilleur, mais c'est un peu rigolo parce qu'elle applique en fait l'écriture d'un film de casse à l'organisation d'un mariage. Ah, Et ça doit être marrant, ça. il y a quelques soucis de rythme, mais c'est plutôt marrant quand même. Ouais. Ça me fait un peu penser à Persona, ce que tu dis. Persona, le jeu. Ouais, Ou Persona le film jeu, de oui, tout à Batman. fait. Non, Persona le jeu. Non, mais je parle de choses intéressantes. moi, Deux salles, deux ambiances. Persona le jeu. Et donc voilà, donc Akiko Oku, cinéaste pour le moins prolifique. Sans plus attendre, parlons de Sous le ciel de Kyoto. Je ne vais pas vous redemander ce que vous pensez du cinéma d'Akiko Oku. On est déjà passé dessus. Si vous voulez savoir tout ce qu'on pense de son cinéma, retournez écouter notre épisode sur Tempura. Je vous rappelle que dans Woman, on a tendance à spoiler parce qu'on parle des films dans leur entièreté et que donc, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, c'est l'occasion. Il est en salle actuellement. Allez au cinéma. C'est une météo à aller au cinéma de toute façon. Et revenez après pour nous écouter en parler. Et donc, dans Sous le ciel de Kyoto, c'est une histoire d'amour entre un étudiant, Toru, et sa camarade de classe, Hana. Introvertis l'un comme l'autre, qui pensent avoir enfin trouvé chaussure à leurs pieds, mais dont le destin va rapidement bousculer l'idylle naissante. Ah, voilà, j'ai fini mon introduction. Est-ce que c'est pas merveilleux quand on n'est pas interrompu? Non, T'as coupé les micros de tout le monde. la dictature. C'est comme ça que ça On va Mathieu. commence. couper mon son en plus. Mathieu, c'est un film à la Mathieu, Sous le ciel de Kyoto. Je vais te donner la parole en premier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais que tu as bien aimé, mais Oui. vas-y, raconte-nous un petit peu ton Oui, dernière expérience avec Sous coupable. le ciel. Oui, j'ai bien non, aimé. non, Oui, pas- j'ai pas- bien pas- aimé. Non, mais c'est le. Je me sens catalogué. Mais écoute, Non, mais si tu détermines tout de suite que je vais aimer ce genre de film, n'est-ce pas le meilleur compliment que tu puisses me faire? n'est-ce pas? Puisque Sous le ciel de Kyoto,
terrible film français par ailleurs, mais on n'est pas là pour, Oui, le titre, on n'en a pas on n'est parlé, pas là mais on pour va en tirer la parler. balle réelle, ni sur l'affiche, qui au demeurant n'est pas si mal, mais vend pas si bien le film que ça, je trouve. La Ils se bande-annonce non regardent, plus. La bande, l'affiche, ouais, la c'est, bande annonce non plus. ils Il y sont a en un train truc de se très, regarder. bah, Ouais, je la sais pas. bande-annonce, ça va, je trouve. Bah alors, je vais développer du coup, c'est pratique. Bah, je trouve que le titre, comme la bande-annonce, comme l'affiche et tout, vendent un peu un film, une petite comédie romantique, un peu sympathique, un peu bateau, qu'on aurait déjà vu 1000 fois. Et le film commence un peu comme ça, où on pourrait penser que bah, Akiko Oku, toujours sur ces personnages un peu en marge de la société, qui sont un peu anxieux, qui ont un peu des problèmes à vraiment s'ancrer dans le contexte dans lequel ils sont, à communiquer avec les gens autour d'eux et tout, que ça fait le décorum, mais qu'en soi, c'est bah, un homme qui tombe amoureux d'une femme, et puis bah, il essaie de la séduire, et puis voilà quoi, un film qu'on a vu déjà 1000 fois, mais ce qui fait que Sous le ciel de Kyoto est trop bien, parce que évidemment, j'ai adoré le film, c'était fabuleux, c'était formidable. En plus, c'est la deuxième fois que je le vois, donc quand un film est très bien et qu'on le revoit, on peut un peu anticiper ce qui va se passer quand on sait déjà ce qui nous attend. Et je trouve le film encore meilleur au revisionnage. Ce qui fait toujours plaisir du coup de revoir un film qui est très bien. Donc je disais que ce qui est super avec Sous le ciel de Kyoto, c'est que toute cette première partie qui nous laisse penser qu'on sait vers quoi on va se diriger, se fait complètement pulvériser. Arrivé à la moitié du film avec cette scène absolument formidable de grande déclaration d'une tristesse infinie et d'une candeur aussi terrible, déchirante et Et d'une Akiko Oku, longueur aussi. C'est très oui, c'est long vrai que comme c'est très scène. long et vraiment ça arrive pile au milieu du film. Je trouve ça génial parce que j'ai regardé la montre pile à ce moment-là parce que j'étais en mode ça fait 1 heure que le film a commencé et c'est à ce moment-là que ça arrive et ça reshift complètement tous les enjeux du film et c'est ce qui vraiment lui donne tout son cœur, tout son sel, parce que sans ça, bah, comme je disais, c'était un film qui aurait été chouette, hein, parce que moi, toute la première heure, j'étais embarqué, il n'y avait pas de souci. Je trouvais les personnages sympathiques, les acteurs étaient présents, la direction, parce que toujours, hein, c'est une super réalisatrice, Akiko Oku, il y a plein d'idées partout, sa manière de jouer avec le son, de jouer avec les images, de jouer avec le format de l'image en lui-même, puisque à un moment donné, quand il y a un peu cette phase lune de miel de découverte de l'amour, où vraiment les sentiments commencent à naître, le film change de format et pendant toute cette après-midi que les deux personnages principaux passent ensemble, où ils apprennent à se connaître, où on voit qu'il y en a un qui est très amoureux d'elle et que elle, on sent qu'elle n'est pas complètement indifférente à ce personnage non plus. Le format change, c'est certes pas très original, mais ça fait toujours son petit effet. En plus, il y a toujours des super cadrages, il y a plein de petites idées de à quel moment elle fait des travelling ou pas pour se focus vraiment sur les sentiments de ses personnages ou sur leur intériorité. Ou je pense notamment au tout début, la présentation du protagoniste qui se retrouve tout seul à la fin du cours parce qu'il vient de voir la fille dont il vient de tomber amoureux. Mais on voit tout le monde qui sort de la salle de cours, la caméra qui recule tranquillement et lui qui se fait écraser littéralement par toute sa salle où il se retrouve tout seul dedans. Donc voilà, c'est plein toujours de super idées de mise en scène, de musique aussi. Parce que, alors la musique en elle-même, la composition du film n'est pas particulièrement frappée, mais il y a l'utilisation de chansons, de musique qui sont parfois assez inattendues. Je m'attendais pas trop à entendre Clair de Lune à la guitare, mais j'adore, c'est formidable. En plus, c'est très en raccord avec toutes les thématiques très lourdes et très tristes hein, qui viennent un peu saisir le récit de la seconde partie. Et ouais, c'est super, c'est super. Je ne vais pas déployer plus en amont parce que je suis sûr que vous avez plein d'autres choses à dire. On rebondira les uns derrière les autres sur les trucs qu'on a aimés, mais super film, vraiment. C'est un de mes films favoris de l'année. Et cette scène vraiment déchirante au milieu du film, c'est ma deuxième scène préférée de l'année. Donc vraiment, Akiko Oku, bravo, t'as géré. Je me permets de préciser par vas-y. rapport à la musique, il n'y a pas de musique originale, c'est pour ça qu'elle t'a pas marqué. Ouais, voilà, parce que bien C'est sûr, il me que semblait des qu'on morceaux n'entendait pas plus repris que comme ça. Clair de Lune et compagnie, ouais. Je me permets de recontextualiser du coup cette histoire de scène au milieu du film pour celles et ceux qui l'auraient peut-être vu l'an dernier lors des Spoilant. saisons Anabi et qui ne l'auraient pas revu depuis. Vous vous souvenez peut-être qu'à un moment du film, le personnage de Saki, qui est un peu le second couteau de Toru qui travaille avec lui au bain,
eh bien, lui avoue son amour en réalité. Et c'est une scène qui est extrêmement longue, pendant laquelle elle lui fait une très longue déclaration et qui est extrêmement touchante parce qu'elle l'a fait vraiment à cœur ouvert et qu'elle est persuadée, elle le sait déjà, que ses sentiments ne sont pas réciproques. Et c'est vraiment ce moment-là où effectivement, comme le disait Mathieu, le film va basculer et va changer complètement de ton. Et je te rejoins tout à fait, Mathieu, sur la manière dont le film est mis en scène. Je lisais sur Blue Sky, pas plus tard que cet après-midi, c'était Maxime d'Istasia, que j'embrasse, et allez lire Istasia, c'est toujours très intéressant, qui disait que Akiko Oku, elle avait une mise en scène, je paraphrase, parce que je me souviens plus exactement de ce qu'il disait, mais très dynamique, qu'elle était toujours à rajouter des petits éléments de ci, de là, pour capter l'attention du spectateur. Et c'est vrai qu'on est un petit peu captif du film tout du long parce qu'il y a toujours des petites idées à droite à gauche, comme tu disais, il y a des petits zooms, il y a des changements de format. Moi, j'aime beaucoup le fait que le cadre se resserre pour créer un petit peu de l'intimité entre les deux personnages, justement quand ils sont dans cette idylle qui dure une journée et demie en réalité d'ailleurs. Hein. C'est pas très long dans la temporalité du film. Mais moi, je trouve que ça marche très très bien. C'est peut-être assez classique, mais ça fonctionne bien. Euh, Charlotte, toi, t'en as pensé quoi du film? Parce que toi aussi, tu l'avais déjà vu et tu l'as revu du coup? Oui, alors je l'ai vu. Alors je crois que c'était en début d'année. D'accord, ouais. Enfin voilà, mais je l'ai revu là quand il est sorti parce que je me disais qu'il y avait des choses qui m'avaient beaucoup marqué, mais je voulais quand même me remettre le truc en tête. Et c'est vrai que je rejoins Mathieu sur le fait que c'est aussi très intéressant de le revoir parce que donc il y a des choses qui arrivent au premier visionnage auxquelles on s'attend dans le deuxième et ça rend le film, je trouve, d'autant plus tragique. En réalité, enfin en tout cas moi ça m'a fait cette impression-là parce que donc on n'a pas abordé le sujet pour l'instant parce qu'on a parlé du monologue de Saki qui est vraiment exceptionnel. Pour le coup, j'ai compté et en fait, il fait environ 8 minutes. Et c'est vrai que c'est très C'est long. si long que ça? Oui. Ah, Ouais, c'est très long, hein. C'est En plus, impressionnant, hein. c'est très gênant parce que Waouh! elle se met, Mais, enfin, Oui. pas littéralement, mais elle se Et met à nu en termes de ouais. sentiments. mais Et en ça fait, passe vite en réalité parce qu'on sent pas les 8 oui, minutes passer, quoi. Hein. ouais, Non. ouais. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que donc spoiler, attention, voilà, c'est Oui, que oui. comme le personnage de Saki décède, en fait, et qu'on Le sait jour que suivant en plus. ce monologue va arriver. Et qu'ensuite, moi je sais que, en fait, je trouve que dans le film, il y a deux moments qui se répondent, deux monologues, parce que donc j'ai été très marquée par le monologue, ce monologue-là qui est à la moitié du film, mais également par le monologue de Anna, sa sœur. Donc c'est un truc qu'on apprend aussi au fur et à mesure et tout, à la fin. Oui. Où Très en long. fait, c'est un monologue aussi qui est filmé différemment parce que c'est en gros plan sur son visage pendant une bonne partie. En fait, elle fait le récit de comment elle a appris l'accident de sa sœur, Ah oui. sa mère l'a appris, ce qui s'est passé en fait après. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans ces deux monologues, et pour moi, le film est vraiment centré sur ça, c'est qu'il y a un inconfort, en fait. C'est très inconfortable de regarder ces moments. Enfin, en tout cas pour moi. Vous me direz si c'est le cas pour vous aussi. Mais c'est quand même un inconfort supportable. Parce qu'il y a des films qu'on peut voir et qui sont très inconfortables et qui sont très difficiles à regarder. Là, je trouve qu'il y a un inconfort, mais il y a quand même toute une émotion touchante, de tendresse, de volonté de verbaliser ça, malgré l'inconfort, et la volonté d'Akiko Oku de le filmer. Et je trouve que elle le réussit vraiment magnifiquement. Et d'arriver parce que le deuxième monologue de Anna est très long aussi. Il est un petit peu moins long que celui de Saki, mais il est assez long. Pareil, il dure plusieurs minutes. Moi, j'avoue que c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le film. C'est cette volonté de filmer des moments d'inconfort, qui sont des verbalisations d'émotions difficiles. Et je trouve ça très cru, en fait, très sincère. Et ça me... Voilà. Non, En mais vrai, j'en c'est. rajouterais même un troisième, moi.
Moi, je rajouterais celui de Toro à la fin. Oui. Ah, Euh, non, c'est pas celui-là que je pensais, mais Bah, c'est un film qui est Celui, plein celui de Toro de au sujet de sa déclarations, grand-mère. on va dire. exactement, il ça. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Les trois un. finalement parlent d'une mort parfois Tout à plus fait. métaphorique quand c'est dans le cas de Saki, mais Moi, j'aurais rajouté celui de la toute fin où justement il fait sa déclaration Oui, d'amour aussi, à ouais. Hannah oui. et elle ne l'entend pas d'ailleurs, donc c'est un monologue qu'il fait essentiellement pour lui-même. Et je trouve que ça marche vachement bien dans la diégèse du film. Du coup, le côté, il se parle un peu à lui-même, ou en tout cas, il essaie de se convaincre lui-même d'avoir le courage de lui déclarer son amour. Et ça marche assez bien. Et je pense que c'est quand même beaucoup moins long que le monologue de Saki en l'occurrence. Oui. D'une part parce que bah, forcément ça ne peut pas durer plus longtemps que la chanson qu'ils sont en train d'écouter, qui dure pas non plus 10 minutes quoi. Mais ça fonctionne bien. On n'a pas trop parlé d'ailleurs des comédiens à proprement parler, Mm. mais c'est intéressant parce que Hannah, elle est jouée par Yumi Kawai, que pour le coup, moi j'avais déjà vu dans pas mal de films, et surtout d'ailleurs des films qu'on a pu voir lors des saisons Anabi, notamment Rendez-vous à Tokyo, qui était un film plutôt chouette, Desert of Namibia, dont on garde un Enfer sur souvenir Terre. assez Votre film compliqué préféré avec, Je avec me sur la solidarise du Mathieu. reste du groupe. Oui, Que Issam a bien aimé, J'allais voilà. dire, Moi, je l'ai pas vu, laisse donc Moi, parler j'aime au beaucoup. numérique. Voilà, donc je reste dans l'ignorance. l'équipe est divisée sur Desert of Namibia et Chloé fait un peu la Suisse entre les deux. Mais peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur Desert of Namibia justement pour trancher. Alors, je suis Et, pas certain de vouloir Merci. être contre tout le monde Ah, à mais la fois. non, mais ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que nous de le revoir en fait. Parce que Oui, en vrai, je en serais fait, on l'a curieux pas de le revu revoir. depuis. Donc, et Yumi Kawai, c'est aussi une actrice qu'on a entendue dans le film d'animation Look Back, qui avait fait pas mal parler de lui aussi à l'époque où il était sorti. En revanche, Toru et Saki sont joués par des gens que moi je ne connaissais pas auparavant. Je ne sais pas si c'est votre cas également, mais donc Riku Agiwara du côté de Toru, qui est pourtant un enfant acteur, qui a eu une longue carrière, mais que je découvrais malgré cette longue carrière. Et Saki qui est jouée par une actrice qui s'appelle Aoi Ito, que je découvrais elle aussi, et qui pour le coup a fait beaucoup moins de cinéma auparavant. Moi, Elle est formidable. Hein. Moi, j'avoue Vraiment, que j'avais. Les trois sont très bien, mais les trois sont très bien, mais elle particulièrement, sa scène au milieu du film, faut le tenir le truc, hein, vraiment. Ouais, il est dur, hein. ouais. Bah, elle porte la scène vraiment. La mise en scène aide beaucoup aussi dans la mesure. C'est pas pour enlever à sa prestation, Ah non, non. mais c'est vraiment que la mise en scène de la scène est assez impressionnante. D'ailleurs, c'est une scène qu'on revoit deux fois. Enfin, en tout cas, on en voit une partie une deuxième fois dans le film, avec justement parce que son visage est un peu plongé dans l'obscurité la première fois, et justement on voit pas trop ses traits. En revanche, la deuxième fois, on a vraiment de la lumière sur son visage et c'est filmé de beaucoup plus près. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, faudrait faire de la comparaison plan par plan pour voir si c'est l'exacte même scène qui est juste filmée Mais avec deux caméras différentes. je me ou suis si c'est, posé la Poser la question question. Ouais. parce que j'avais pas l'impression à la fin, là, le fait de l'avoir revue une deuxième fois, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence. différence? Ouais, je Mais crois que c'est différent. Hein. Je pense quasiment que sûr d'un que point de c'est vue deux technique, ça prises semble trop différentes, compliqué ouais. de filmer avec deux caméras différentes. À mon avis, c'est plus intéressant de le refaire une seconde fois, justement aussi parce que le monologue, il n'est pas perçu de la même manière quand Taurus le remémore. Donc c'est normal aussi qu'il semble différent pour le spectateur, je pense. Mais voilà. De ton côté, pardon, excuse-moi, pardon, vas-y, Charlotte. si je peux juste ajouter quelque Vas-y, chose que j'avais noté, qui m'a Bien aussi sûr. beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait parce qu'on parlait un petit peu au début du fait que les personnages étaient introvertis, assez solitaires, et qu'il y avait toute une perception un peu de l'anxiété. Moi, j'ai trouvé très intéressant le passage où Toru pense qu'il a été rejeté Oui, par tout à fait. Hannah, et parce qu'en fait, elle n'est pas venue à un rendez-vous qui s'était donné. Et en fait, il y a une mise en scène de pensée intrusive et d'anxiété qu'il peut ressentir. Et en fait, il se fait tout un film de pourquoi. Et en fait, la première fois qu'on le voit, moi, je me suis posé pendant quelques secondes la question de... parce que donc, il imagine en fait qu'elle parle de lui en des mauvais termes. Et en fait, on a l'image donc effectivement de Hannah qui parle à son travail de lui à d'autres personnes. Et donc au départ, je me disais est-ce que c'est effectivement le cas? Et en fait non, ça transitionne très vite pour se rendre compte que c'est lui qui pense ça
et qu'on est vraiment dans son intériorité qui est mise en image. Et j'ai vraiment trouvé ce procédé chouette pour montrer son désarroi en fait face à ce rendez-vous manqué. Mais il y a pas mal de trucs dont j'ai l'impression qu'il se passe un peu dans la tête de Toru. Oui, Vous allez me dire oui, ce que oui. vous en pensez, mais Oui, moi, je suis par assez d'accord, exemple, il y a un personnage dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle Yamane, qui est un peu le seul ami de Toru. Et en revoyant le film, je me faisais une note mentale à chaque fois que je voyais Yamane à l'écran, et je me disais, mais c'est marrant, en dehors d'un seul moment dans le film où il commande à manger à la cafette du lycée, il interagit jamais avec personne, en dehors de sa copine à un moment qu'on voit. Oui. Et du coup, je me suis demandé si ce personnage était vraiment là, ou si Toru avait juste un ami imaginaire. Parce que c'est bien le genre de personnage à justement s'inventer un pote, etc. Justement parce qu'il est très solitaire et qu'il a été élevé par sa grand-mère et qu'en plus de ça, il y a plein de moments dans le film où il arrête pas de dire « Ah là là, j'ai cet ami Yamane » et je crois Enfin, que j'ai pas Saki, à un moment, d'amis. dit Ah Oui, si, j'ai pas Ouais, d'amis. j'ai un Ouais, ami. j'en ai j'ai pas marre, d'amis, toujours, il mais, si dit j'ai un vraiment, ami, tu l'as jamais rencontré, mais un jour, il faudrait que vous vous en rencontriez. Et à un moment donné, il y a Yamane qui fait Ah, on pourrait se faire des double dates et tout. Et c'est marrant. En fait, Et en vrai, ça c'est peut jamais faire limite. explicité dans le film, Oui, mais les dans deux mon. coexistent. Exactement, ouais. Il pourrait tout aussi bien exister, il pourrait ne pas exister, et les deux fonctionnent très bien, peu importe la manière dont tu vois le film. Et, ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se passent dans la tête de Toru. Et la scène dont tu parlais juste avant, où effectivement il a cette pensée intrusive, moi je la trouve atroce, pas dans le sens où elle est très mauvaise, mais dans le sens où elle est quand même Ah, assez c'est très difficile à dur à regarder. regarder. Ouais. Enfin, pour peu que vous soyez un petit peu anxieuse dans votre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va vous faire ressentir vraiment son anxiété, elle transparaît à l'écran, c'est assez horrible. Et au début, effectivement, on peut penser que peut-être c'est vrai, mais très rapidement, on comprend que oui, non, c'est une crise d'angoisse et qu'il pense vraiment les pires horreurs qu'elle puisse dire à son sujet, alors qu'en réalité, tout le reste du film ne nous a fait que prouver jusqu'ici qu'elle s'entendait très bien avec lui et qu'il n'y a aucune raison qu'elle dise ce genre Mais c'est d'horreur. pour ça que je trouve que c'est vraiment hyper bien Amené. mis en image, mis en scène. Enfin, Ouais. moi, j'avoue, ça m'a vraiment saisi sur le moment. La scène où il reste vraiment assis avec le passage, on ne sait même pas combien de temps il se passe finalement, mais c'est vrai que cette scène est vraiment aussi très marquante. Et je trouve que c'est Quand aussi il un bon l'attend. miroir avec. Ouais. Je Ouais, trouve aussi que ouais, c'est un très bon il miroir attend avec le littéralement toute la journée. monologue. Hein. C'est un très beau miroir avec le monologue parce qu'au final, les deux se retrouvent presque dans une situation qui est très similaire, d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Tout à Et fait, ouais. c'est assez. Puis dans cette scène, il y a plein de choses qu'on voit aussi. Parce que on n'en a pas encore parlé, mais peut-être justement, juste avant de te passer la parole, Coulée, pour que tu nous dises un petit peu ce que tu en as pensé, toi qui l'as découvert justement cette Ouais. semaine et qui ne l'avait pas vu avant, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce film, c'est toute l'ambiance, on va dire, quartier étudiant, qui se dégage de l'entièreté de l'atmosphère du film. Il y a beaucoup de musique. On en parlait tout à l'heure, qui n'est pas de la musique qui a été écrite pour le film, mais qui sont on va dire des compositions qui existaient et des reprises. On parlait de Clair de Lune. On voit les jeunes sur le campus, dans les salles de classe. Il y a des cafés, il y a des manifestations aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est peut-être un des rares films qui mettent en scène les manifestations contre ce qu'on suppose être, c'est pas nommé dans le film, mettre le génocide à Gaza, compte tenu de la temporalité. En C'est fait, très fortement suggéré. Ouais. Si on fait une pause, on peut lire les panneaux et c'est Oui, clairement ça. c'est écrit C'est dessus, écrit sur hein. les panneaux. Oui, c'est écrit. Parce que moi, je l'ai lu, du coup, j'ai eu le temps de. Enfin, j'ai eu le temps de lire. C'est T'as eu juste le qu'on temps de arrive lire. vraiment à le lire, en fait, sur les pancartes. D'accord, ok, autant pour moi. Donc, Surtout au moment effectivement. où on a le Puis transfert on pancarte. entend plusieurs fois des nouvelles justement Oui. de massacres au Moyen-Orient. Oui, Ouais. de tirs ça, sur on en des entend parler. écoles, Ouais. etc. Ouais, ça, je me souviens. Juste n'avais pas fait le lien exact avec le pays dans lequel se passait, mais effectivement. Donc il y a tout ça. Il y a toute une vie étudiante qui se passe dans le film, et je trouve ça très chouette. Même le personnage, personnage, si on peut dire ça comme ça, du chien, enfin de la chienne plutôt, Sakura, que je trouve très chouette, qui apporte beaucoup de réconfort, que ce soit autant à Toru que Anna, qui est du coup un petit peu ce chien qui se balade sur le campus, etc. Enfin, ça crée quand même une certaine ambiance. De même, le patron du café, etc. Enfin, c'est un truc qui me plaît beaucoup, moi. Et j'ai l'impression que c'est assez unique dans la filmo d'Akiko Oku, ce genre de cadre, on va dire. Là où on va avoir souvent des personnages un petit peu, comment dire, renfermés sur eux-mêmes. Là, vraiment, ce genre d'ambiance où quand même il y a une espèce d'effervescence tout le temps. Il y a tout le temps des trucs qui se passent à l'écran. Il y a tout le temps des gens en train de faire des trucs, etc. Je trouve que ça marche vraiment bien.
Euh, du coup, Chloé, Oui, cette découverte du film, je me tais, je te laisse en parler. non, ça a été une très belle découverte. Après, c'est un film qui est aussi... la première partie, en fait, je l'ai trouvée très apaisante. Mhm. Et j'avoue qu'il y a plusieurs reprises, en fait, j'étais aussi fatiguée pour ma défense. J'avais mes yeux qui se fermaient, donc, mais c'était vraiment pas parce que le film m'ennuyait, mais c'est parce que c'est un film qui était... le début, en fait, est vraiment très reposant, pour une Mhm. raison que je peux pas expliquer, mais c'était vraiment très apaisant. Et c'est un film qui est vraiment slice of life, qui prend son temps de poser les personnages que l'on voit au début, et qui a un côté, voilà, quand même assez doux et on se plonge dans quelque chose qui est assez, comme on a pu dire au début, hein, qui est assez classique dans ses mécanismes scénaristiques. Enfin, il n'y a rien de très innovant. Et vraiment, au moment de ce monologue de Saki, c'est vraiment le même où on se redresse, hein. C'était vraiment moi, quoi. C'était, voilà, on se Tu pointes redresse. l'écran du doigt. C'est Dis ça. ce Mais, cinéma. C'est le moment. exactement. Mais vraiment, un monologue qui est absolument saisissant et qui, ouais, qui est incroyable parce qu'au-delà du changement de ton qu'on a dans le film, l'interprétation, ce que Saki dit, tout ce qu'elle explique aussi sur l'amour et sur au final, ce qu'elle explique d'elle-même est extrêmement touchant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui, je trouve, ben, en fait, énonce un peu ce qui va se passer. C'est qu'à plusieurs reprises, Toru, il dit qu'elle a pris le large. Et en fait, je me suis demandé si, avant même qu'on apprenne qu'elle soit décédée, je me suis demandé si en fait elle n'avait pas mis elle-même fin à ses jours d'une manière ou d'une autre, Mhm. surtout au moment où elle va dans la piscine quand ils font le ménage ensemble et elle fait exprès d'aller sous l'eau, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de symboles du fait qu'en fait elle va décéder à un moment donné. Et je me disais elle avait elle-même mis fin à ses jours après s'être rendue compte que ses sentiments n'étaient pas forcément réciproques. Et j'avoue que j'étais presque soulagée que ce n'était pas le cas. Je me suis dit, bon, s'il vous plaît, une chose à la fois. Mais c'est un film qui est vraiment très, 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 très beau et qui, je trouve, vraiment prend de l'ampleur dans sa deuxième partie. Il s'élève vraiment et c'est un film qui parle très, très bien aussi de deuil, je trouve, Mhm. et très, très bien d'amour à la fois et de deuil et de ce que les deux peuvent lier l'un avec l'autre. Et non, c'était une très belle découverte. Et il y a aussi beaucoup d'éléments du cinéma d'Akiko Oku qu'on retrouve, je trouve, qui sont très amusants, notamment avec ces personnages qui sont un peu sur les marges et qui sont vraiment tous très atypiques dans leur propre manière d'exister. Et c'est pour ça aussi, je pense que je suis assez d'accord sur le fait que peut-être que Toru a des hallucinations, parce que ça m'étonnerait pas, en fait, venant d'Akiko Oku, qu'elle fasse ça non plus, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'était assez amusant de voir leur relation qui était aussi très, très étrange avec son meilleur ami. Il se retrouve aussi toujours au même endroit, chose que je trouve très amusante dans Oui. ce jardin qui est presque un peu mystique aussi. Limite, on se demande si c'est un véritable endroit de la fac ou c'est pas quelque chose aussi qui est encore une fois imaginé. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui a toujours tendance à divaguer un peu entre l'un et l'autre, entre ce côté imaginaire et réel, et même la fin, après que avec la sœur de Saki, du coup, ils discutent quand ils sont sur le patio et qu'on a ce long plan avec le générique de fin, avec aussi du coup le papa des deux sœurs et Saki Oui. qui joue de la musique. Encore une fois, on est toujours un peu dans cet entre-monde et c'est vraiment très 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 intriguant. C'est pareil, la fin, on n'a vraiment pas envie en fait de partir limite du cinéma et le moment où les lumières se rallument est presque trop abrupt. Bah, on n'ose pas se lever en fait parce C'est qu'on ça, voit que le film continue pendant le générique en c'est réalité et ça. ça s'arrête vraiment à la toute fin. Et ouais. L'image se coupe qu'à la fin, quoi. C'est ça, et c'est vrai que c'est un film qui est vraiment très beau et aussi très triste. Il y a une très grande mélancolie qui s'en dégage finalement. Et je te rejoins complètement sur le fait que le film, bon, l'un de ses principaux sujets, évidemment, c'est le deuil, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnages faire le deuil de plein de choses différentes. Mhm. Alors, bien sûr, on va voir Hana et Toru faire le deuil de Saki au premier chef, parce que c'est les personnages principaux, mais il y a également le patron du Onsen qui employait Saki jusqu'ici et qui vient à l'enterrement, ou en tout cas aux funérailles, plutôt à la une commémoration funèbre, on va dire, de Saki avec Toru. Et on voit lui aussi, il réagit différemment. Et c'est intéressant la manière dont il réagit à la mort de cette jeune fille qui était son employée, mais qui l'appelait tout le temps son amie aussi. Donc, ils avaient une relation un petit peu particulière. Il y a aussi le deuil de, justement, j'en parlais tout à l'heure, le patron de café, quand il raconte Ouais, un petit peu sa backstory et qui nous raconte que justement, il y a quelqu'un qui est parti. le omurice. Voilà.
et qu'il y a quelqu'un qui cuisinait effectivement cette omelette au riz et que du coup il veut pas la cuisiner parce que la personne qui est partie elle la cuisinait mieux que lui, etc. Et du coup sa manière de faire le deuil de cette personne, c'est aussi du coup de laisser cette recette de côté. Ce qui est intéressant, enfin je veux dire, il y a quand même pas mal de manières dont les personnages font leur deuil dans ce film. Toro va être très expansif. Hana de son côté est plus dans la retenue. Et puis le patron du Hansen, lui aussi, il est très ému, quoi. Il y a vraiment un moment donné où il crie et où il part sans demander son reste, parce que clairement, ça l'a ému, tout ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait que le film monte en pression, un petit peu en sous-marin, en sens où pendant tout le film, il y a Saki qui répète à Toru qu'il faut qu'il écoute cette fameuse chanson Atsukai Crazy, Ouais. qu'on entend à la toute fin justement, et pendant tout le long du film, je ne sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi, mais en tout cas la première fois, parce que la deuxième, je sais que ça va arriver, mais la première, je me disais, ce serait quand même pas mal qu'on entende cette chanson, elle arrête pas d'en J'y ai parler, pensé aussi, et moi je évidemment. m'attendais à ce qu'elle j'espère la qu'on joue, va Saki. l'entendre. Sinon, moi, il faut que je note le nom et que j'aille l'écouter après, parce que c'est pas Pareil. possible, quoi. Enfin, J'étais à un cheveu d'être la Qu'on personne sache si chiante c'est du vraiment ciné la avec meilleure mon intro du téléphone monde. là. bah, c'est ça. Et puis, comme elle joue plusieurs morceaux aussi à la Exactement. guitare pendant Je pensais qu'elle allait la jouer. C'est ça, c'est ce que je me suis demandé aussi. Et au final, non, c'est vraiment dans le climax de la scène finale où Toru fait sa déclaration d'amour, etc. Où ils font enfin le deuil de Saki l'un comme l'autre. Ou du moins, ils commencent à faire le deuil de cette jeune femme. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Enfin, Issam, peut-être de ton côté, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que tu as peut-être un truc à rajouter qu'on n'aurait pas dit en dehors de ton avis sur le film, quelque chose qui t'a marqué dans Sous le ciel de Kyoto? Bah déjà pour mon avis, je l'ai beaucoup aimé, mais comme j'aime beaucoup à peu près tous les films d'Akiko Oku, c'est une réalisatrice, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dont j'aime énormément le travail. Euh, je trouve qu'en fait cette structure de film où il y a un début relativement léger et un point de bascule en milieu de film au travers d'une longue scène, en réalité elle l'a employé plusieurs fois, c'est presque une de ses marques d'écriture, je trouve. Parce que finalement c'est là aussi dans Tempura, avec la scène, avec son long monologue après la scène où elle voit la comédienne Oui, se qui faire fait agresser, agresser. ouais, tout à fait. Et il y a plusieurs autres de ces films où c'est le cas. Dans Trembler te va si bien, ça y est aussi, avec une scène musicale. Donc c'est vraiment une de ces techniques d'écriture, j'ai l'impression, de montrer des personnages qui, pendant la première moitié de son film, sont solitaires, mais semblent arriver à peu près gérer quand même. Et à un moment, il se passe quelque chose qui montre que c'est pas si simple à gérer, qu'il dévoile une nouvelle couche, on va dire, de profondeur pour tous ces personnages. C'est un personnage qui fait le monologue pour l'intégralité des autres, finalement. Ça retourne pour tout le monde. Là, effectivement, la scène est magnifique. Je rejoins Charlotte, il y a une sorte d'inconfort dans les deux monologues de Saki puis de Hana. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que je trouve que c'est un inconfort pour deux raisons opposées. Je trouve celui de Saki inconfortable, alors non seulement parce qu'elle se met à nu, mais parce que dans la manière de la filmer, on s'approche jamais assez d'elle. Elle est toujours en plan large, il y a toujours une profondeur de champ qui fait que toute la rue est aussi nette qu'elle, donc on s'approche jamais suffisamment d'elle, comme si, comme de la même manière que Toru, on restait à distance Ouais, de Saki, malgré ce qu'elle est en train de nous révéler, parce que... Alors que c'est très intime. Oui, Enfin, voilà, c'est ça. Et paradoxalement, elle est effroyablement seule pendant toute cette scène. Enfin, moi, Oui, je me souviens vu que le cadre est trop large. la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Faut que tu arrêtes de parler. Vachement, non, mais dans le gênant. sens où c'est même pas c'est gênant, malaisant, ah là là, cringe, je me moque. C'était vraiment l'idée, c'était mais là, tu te fais du mal en fait. Tout ce que tu es en train de faire, c'est rajouter du grain à moudre à ta tristesse. Va-t'en quoi. Enfin, T'as là, vraiment envie ça en sert fait à de rien. la sortir du truc, quoi, de dire arrête. Ouais, de la Et en sortir de même cette temps, situation. En même temps, quoi. ça sonne très vrai, quoi. Mais, Ah, mais bien sûr, mais et en plus, à un moment, en cours de monologue, et je crois qu'il reste 2 bonnes minutes après, elle le dit elle-même qu'il faut qu'elle s'arrête. Elle le verbalise à un moment et elle n'y arrive pas, ça repart pour un tour derrière. Mais c'est parce qu'on a vraiment le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu pendant tout ce long monologue dont encore une fois vous m'apprenez qu'il dure 8 minutes et effectivement il se passe beaucoup de choses tout au long de ce monologue, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête en réalité et que ça sort tout seul quoi. C'est vraiment la diarrhée verbale, il y a plus aucun filtre parce qu'elle a commencé et qu'elle peut plus s'arrêter. C'est pas comme si elle avait préparé quelque chose, ça se voit que c'est sur le moment. Oui. Elle prend son courage et en fait c'est un dévoilement quoi.
Bah, l'événement déclencheur, c'est que Toru lui ait dit un peu plus tôt que, en gros, il en pinçait pour Anna, bon, sans avoir dit son nom évidemment, mais Bah, en disant qu'il y a elle une autre comprend qu'il femme. est intéressé par quelqu'un d'autre, Exactement. alors qu'elle avait lancé des perches plusieurs fois dans des scènes précédentes, Elle fait que ça, c'est terrible en et réalité. qui La n'attrape pauvre, il jamais. n'arrête pas de lui briser ses perches en plus à chaque fois. Ouais. Et tu Oui. vois qu'au début, en fait, au début, je me disais, ça va être un personnage secondaire qui va être un peu sa pote. Et plus le film avance, et plus tu vois qu'elle lui lance quand même des perches. Tu te dis, est-ce que ça va être un triangle amoureux, etc. Et en fait, c'est même pas ça, parce que du coup, elle elle perd espoir très rapidement. Et c'est désastreux, quoi, Ouais. vraiment. Mais en même temps, il y a un côté très courageux, peut-être qu'on n'a pas souligné Bien sûr. jusqu'à présent, parce qu'elle dit quand même, mais c'est plus vers la fin, et c'est pour ça que je trouve que moi j'ai vraiment envie de le revoir et de vraiment décortiquer tout ce qui est dit, même si c'est très long, de toute façon, j'ai compris que tu ne m'aimes pas et c'est pas grave, je prends mes sentiments et je vais en faire quelque chose d'autre. Et de pas se projeter non plus sur l'autre, de pas de reprocher. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, elle est très digne aussi Mhm. dans sa manière Oui, de elle lui fait présenter. quelques reproches, mais assez Oui. peu. Ouais. Mais on voit que Bah, c'est pas c'est pas comment dire c'est pas écrit, c'est pas réfléchi parce que clairement elle est un peu en train d'improviser son truc, mais qu'en même temps ça se voit qu'elle fait un peu une checklist de tous les trucs qu'elle a envie de dire, à commencer par la prochaine fois qu'on se voit, ne t'inquiète pas, je serai normal, je mentionnerai pas cet incident, j'espère que toi non plus et j'espère que tu t'entendras bien avec ta copine, etc. et que ça se passera bien et nanani et nanana. Et tu vois qu'elle a quand même une checklist de trucs à dire pour qu'elle considère que le monologue se soit bien passé, entre guillemets. Que lui, il se dise pas, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bizarre celle-là. Et en même temps, du coup, elle conscientise vachement le truc en se disant, ah, mais ça fait, effectivement, si ça fait 8 minutes que je parle, il faudrait peut-être que je m'arrête maintenant, etc. Enfin, je pense qu'on a toutes et tous déjà eu ce genre de situation où, effectivement, on se sent un peu seul pendant qu'on est en train de faire un long monologue à quelqu'un ou à une foule de personnes, ce qui est encore pire. Et on se rend compte que ça fait longtemps qu'on parle et on sait qu'il faut qu'on s'arrête, mais on n'arrive pas à s'arrêter parce que justement, on a des choses à dire et il faut qu'on les dise toutes avant de s'arrêter, sinon ça ne rendra le truc que bien pire. Et je trouve que enfin, en tout cas, ça marche vachement bien. Mais encore une fois, je me répète, le monologue est super bien écrit et enfin, écrit. Il a été bien écrit par Akiko Oku en l'occurrence, mais il a été très bien écrit et surtout bien filmé, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que il serait pas aussi bien filmé. Je pense qu'il n'aurait pas eu autant de retentissement. et puis ce que je trouve très beau aussi, c'est que, en dépit du fait que ce soit évidemment très triste, parce que c'est quand même une femme qui annonce qu'elle est amoureuse d'un homme et elle est en larmes parce que c'est unilatéral et tout, c'est que mine de rien, ce qu'on voit juste après, c'est qu'elle a quand même réussi à trouver une sorte d'apaisement, puisque on la Oui. voit le lendemain matin quand elle se réveille et qu'elle a dormi dehors sous le ciel et tout, et qu'on a sa sœur qui explique à la fin du film que c'était un peu une manière que leur avait expliqué leur père pour un peu mettre à plat quand tu as des problèmes, tu vas dehors, tu dors sous le ciel comme ça, tu vois le jour se lever et c'est la lumière du jour après la nuit qui arrive à te réveiller et qui arrive à remettre vraiment à plat tous tes problèmes et tu peux repartir plus sereinement. Bon, malheureusement, elle est repartie vers un accident de voiture, ça c'est un peu le Mais drame de la vie. ça c'est le Mais Oui. destin. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'effectivement, on n'a pas parlé du titre du film. Enfin, on en a parlé brièvement en disant que Sous le ciel de Kyoto, c'était pas un titre forcément incroyable. Mais il y a deux trucs parce qu'il y a le titre japonais d'origine dont vous m'excuserez, je ne vais pas massacrer la prononciation. Mais la traduction, en gros, c'est je suis toujours pas en mesure d'affirmer que le ciel d'aujourd'hui est celui que je préfère. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que lui disait son père, en ce sens où, du coup, et ce ciel-là, est-ce qu'il ressemble un peu à celui que tu préfères? Imagine que le ciel qui est au-dessus de ta tête, c'est celui que tu préfères, etc. C'est une phrase que répétait beaucoup le père de Hana et Saki à ses deux filles. Et en même temps, il y a cette histoire de destin, de hasard qui fait bien ou mal les choses. Et donc ça, c'est le terme de sérendipité qui est pas mal répété pendant le film d'ailleurs, hein, qui revient régulièrement, et qui lui est dans le titre international du film en anglais, She Taught Me Serendipity, elle m'a appris la sérendipité. Donc la sérendipité, rapidement, pour expliquer à celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est de faire une découverte qui soit utile, mais complètement par hasard.
Et donc, c'est vrai qu'on cite souvent l'exemple de l'invention du velcro, dont l'inventeur a trouvé les propriétés, on va dire, adhésives de cette matière, parce il accrochait tout le temps ses vêtements en passant à côté de, je crois que c'était une plante, la bardane, un truc comme ça. Et que du coup, il s'est rendu compte qu'en faisant quelques expérimentations avec ça, il pourrait potentiellement faire un truc qui permette de faire l'effet velcro, quoi. Et donc, c'est un heureux hasard. C'est-à-dire que la découverte, elle s'est fait un peu par hasard. Et là, c'est un peu de la même manière. C'est-à-dire que, en réalité, c'est triste à dire, mais le rapprochement qui va se faire dans la seconde partie du film entre Toru et Hana, il aurait peut-être pas pu se faire aussi bien si Saki était encore de ce monde. Et du coup, le terme de sérendipité, il marche à plusieurs niveaux dans le film. Et je trouve que le titre anglais est bien meilleur que le titre français en l'occurrence, même si dans le titre français on retrouve un peu la notion de ciel, même si je trouve que c'est moins appuyé que dans le titre japonais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, je trouve que le fait de... Oui, il y a la notion de ciel, mais le fait de mentionner Kyoto à côté, Oui, ça fait vraiment... D'autant plus que Kyoto C'est est un pas peu une ville. bateau, quoi. On vend un film qui se passe au Japon, quoi. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est vraiment, Je- faut appeler le public français, quoi. Enfin, c'est un peu... Surtout Mm. qu'on voit pas vraiment, enfin on voit pas le Kyoto habituel Bah qu'on non, voit en fait. généralement dans le film en réalité. C'est-à-dire on va Ça- pas On voir voit les le temples, campus, etc. en fait. En fait, ça On pourrait voit un être campus n'importe quelle universitaire. ville, hein. Tout à fait, ouais. Ça pourrait être n'importe où au Japon, quoi. D'autant plus que les gens ont des accents, etc. Yamane, il dit qu'il vient d'à côté d'Osaka ou je sais plus où. Enfin bref, et Oita, du coup, oui. c'est ça, voilà. Et donc, bon, Kyoto est pas forcément le truc auquel tu penses quand tu penses au film, qui bizarrement s'appelle Sous le ciel de Kyoto. Et du coup, je trouve que le titre est effectivement pas terrible de ce point de vue-là. Mais Après, encore je une serais fois, curieux de savoir à ce niveau-là comment... Parce que nous, on a peut-être aussi nos clichés sur Kyoto en tant qu'occidentaux, Peut-être. mais comment mais le bien sûr. reçoit un spectateur japonais? Est-ce que pour le public japonais, c'est flagrant que ça se passe à Kyoto? Est-ce que c'est important? j'ai l'impression que la ville n'est pas spécialement caractérisée. Alors, il y a 2-3 stations de métro à des moments. Alors, forcément, si tu habites là-bas, tu sais. Mais en dehors de ça, c'est quand même assez léger, quoi. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est assez neutre, en fait, dans Bah, la à vie. part l'université, en réalité. Il y a Ouais. l'université, ouais. Voilà. Mais bon, les l'université qui universités, ressemble à n'importe quelle autre à université. n'importe quelle en vrai, donc, université, tout à fait. Juste, je coupe là parce que je viens d'y repenser. Issam, tout à l'heure, tu parlais des deux monologues et tu disais qu'ils étaient opposés. Et je crois Oui. qu'après, on a divagué sur autre chose et que tu Ouais, je n'avais m'étais pas noté le terminé. mental. Oui, parce que celui de... Merci. J'en profite de me rappeler de ça. Pardon. Bien joué. Celui de Hana, au contraire, il est filmé en très très gros plan. En fait, il y a un zoom à un moment Même sur un ce zoom, visage, ouais, il qui commence m'a- en plan un peu plus large et il y a un zoom très brutal et assez surprenant. Et du coup, lui, il est plutôt déstabilisant et inconfortable du fait de ce zoom, du fait que pour le coup, on est très très près d'elle pendant la majeure partie de son monologue. Et je trouve cette opposition entre les deux intéressante et ça conduit bien à ce que tu mentionnais, Flo, je crois, des reprises du monologue de Saki sur la fin du film, où là, on est à nouveau sur une valeur de plan plus proche pour ce qu'elle dit. Donc je Non, mais trouve que encore c'est une fois, intéressant cette opposition des deux monologues. pas mal de mécaniques de mise en scène qui se répondent les unes aux autres et toujours cette envie de pas juste laisser un plan se faire sans qu'il y ait un peu... je dirais pas que c'est un artifice, mais il y a une idée à chaque plan, quoi. Et c'est pas une façon de dire les choses en mode... C'est stimulant à regarder, quoi. C'est très stimulant à regarder, exactement. C'est le Il terme se que passe je cherche. toujours un truc. Et par ailleurs, je trouve, sur le monologue de Anna, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais aller plus loin. Le fait qu'elle fasse le récit, mais qu'on n'ait pas d'image, parce que Oui. l'accident n'est jamais montré. Il y a juste un plan où elle parle de sa mère et de la maison, et en fait, c'est assez éloigné. Il y a une canette ou une tasse sur la table, et donc elle parle de ce moment, et c'est vraiment une image fixe au moment du récit. Et sinon, on revient directement sur son visage. En fait, c'est tout un truc où on va plus imaginer ce qui s'est passé plutôt qu'on nous l'impose entre guillemets par l'image aussi. On nous le fait imaginer aussi. On va dire qu'on nous donne quelques indices sur ce qui s'est passé quand même, parce qu'elle dit, voilà, elle est tombée, etc. Il y a une scène aussi où, justement, je crois que c'est pendant ce monologue-là où il y a un plan où on la voit. Oui, c'est la dernière scène qu'on voit d'elle, en fait. Ouais, Elle c'est marche. ça. Semble. Et on C'est la voit la dernière marcher. scène qu'on voit d'elle, hein. Et après, on voit Anna qui, du coup, a remis le casque de sa sœur, et on voit que le casque, il est abîmé parce que manifestement, elle est tombée avec. Et du coup, il y a tout un...
il y a quand même plusieurs Des idées de trucs mise en scène suggérés, qui, ouais. voilà, des suggestions Mhm. qui te permettent de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Bon, elle a eu un accident, elle s'est fait renverser par un camion du coup. Mais c'est vrai que tu le vois pas. Mais du coup, Non. et l'imagination est limite bien pire que de l'avoir vu. Limite, enfin, tu t'imagines les pires horreurs. Et voilà. Mais bon, Mais en dehors de ça et du côté, pardon, excuse-moi Mathieu, vas-y, je t'en prie. Non, non, je veux juste revenir sur, en plus, petit point, alors pas si amusant que ça, mais c'est que quand on revoit le film, on la voit beaucoup, Saki, qui court dans les rues à chaque fois parce qu'elle est en retard et tout, et quand on sait Oui, qu'elle est malheureusement décédée d'un accident de voiture, enfin qu'elle s'est fait renverser, il y a un peu comme, en le revoyant, il y a un peu une espèce de prophétie fataliste où tu sais ce qui va se passer, et il y a, bah, comme tu disais tout à l'heure, on voit plein de signaux, de choses qui annoncent ce qui va arriver, et bah, ça rend le film d'autant plus oui, déchirant. Je c'est ce trouve que que disait Chloé. Il y a même dans effectivement les, ouais, pas mal d'indices, ouais, tout à fait. même en l'ayant vu qu'une fois, après je l'ai vu vraiment il y a 2 jours aussi, donc c'est assez frais, mais c'est vrai que je trouve que c'est très marqué au final tout au long du film. En ayant la fin, on se rend compte qu'en fait, à plein de moments du film, c'est très jalonné, on se rend compte qu'en fait, il va se passer quelque chose, et c'est vrai que le fait que aussi Toro répète vraiment 3 ou 4 fois après ce monologue qu'elle ait pris large, enfin moi Oui, ça m'a qu'elle vraiment marqué, disparaît quoi. ou qu'elle est partie, qu'elle Oui. a plus C'est du... ça. Ouais. Et c'est vraiment, il insiste vraiment là-dessus. Et je trouve en plus, enfin, la terminologie qu'on a en traduction, je la trouve vraiment très particulière dans ce contexte-là, parce que c'est un peu étrange de dire que quelqu'un prend large finalement. Enfin, c'est un peu, en termes d'image, c'est aussi un petit peu particulier, quoi. Ça laisse appeler des choses un peu funestes. Mais Bah, ça il traduit un reprend pas une éloignement, mais formule qu'elle avait utilisée, elle, pendant son monologue. Si, je c'est crois, il me semble, possible. hein. Pendant le Ouais, monologue, Il à me un semble moment, elle dit: qu'elle je vais elle peut-être oui, prendre emploie. plus peut-être. large pendant un temps. Mm. Oui, Et effectivement, ouais. donc, elle aussi, c'est ça aussi, elle Ouais. auto-prophétise involontairement ce qui Ouais. va lui arriver. Et comme aucun d'entre nous ne parle japonais, on ne saura jamais ce qu'a dit Saki en réalité. Enfin, on le saura peut-être Jamais, un jamais. jour. Il est pas À trop part On le si on saura apprendre le regarde japonais, hein. de peut-être. nouveau. C'est en cours de travail, Voilà. peut-être un jour. Bah oui, hein. Si Il est vous jamais trop parlez tard. japonais et que vous nous écoutez et que vous savez ce qu'a dit Saki à ce moment-là, n'hésitez pas à nous envoyer Écrivez-nous. un petit message. On se fera Faites-nous un plaisir. le transcrit et dites-nous. Voilà, on fera un courrier des lecteurs dans le prochain épisode. Mais bon, pour... On a su, en parlant de courrier des lecteurs, ça n'a rien oui, à voir, mais on a su si c'était le bon film qu'on avait trouvé la dernière fois. j'ai pas eu de réponse de la personne, donc soit elle a disparu et elle ne nous a jamais réécouté par la suite, soit ça lui a Tristesse. ça lui a convenu, et puis voilà. Des fois, ça Pas de n'appelle pas de nouvelles, réponse, tout pas de simplement pas de nouvelles, bonnes bonnes nouvelles. nouvelles. Et en parlant de bonnes nouvelles, on s'approche effectivement de la fin de cet épisode, mais avant de conclure, Moi, j'aimerais j'aurais quand bien même aimé rappeler. rajouter un petit truc, mais Ah, mais il n'y a pas de souci, hein. Moi, ce que je voulais dire juste, c'était que on parle beaucoup du côté très triste et enfin, émouvant du film, etc. Je trouve quand même qu'on devrait s'arrêter 2 secondes sur le fait que la romance du début du film, ils sont quand même extrêmement mignons tous les deux, que c'est super Oui. bien mis en scène et qu'il y a quand même quelque chose qui est très appréciable à voir à l'écran. Je te rejoins tout à fait, Chloé, sur ce que tu disais tout à l'heure. Le film est extrêmement reposant, mais c'est aussi parce que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et Mhm. qu'ils passent de super moments ensemble et qu'ils ont l'air d'être faits l'un pour l'autre. En réalité, c'est vraiment ça, quoi. Le C'est truc, ça. c'est que leurs deux personnalités se répondent et ça a l'air de matcher parfaitement dès le premier regard, ce qui est assez fou. Enfin, c'est le jeu. On voit même plus ça au cinéma, même dans les romances maintenant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits points d'accrochage ou même dans les meet cute, etc. Là, vraiment, on a l'impression que tout va bien. Même il l'espionne un peu au début, il la regarde bizarrement. Ça pourrait être un point de friction, mais pas du tout. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il s'assoit quand même à côté d'elle en mode dis donc, tu fais quoi? Coucou. D'où tu viens? Tu t'appelles C'est comment? moi. Je te trouve bien Et jolie. Donc, il apparaît comme une vision pour le coup, c'est assez. ouais, c'est voilà. Mais en même temps, même sa physicalité, elle est intéressante. Encore une fois, je connaissais pas cet acteur, mais il a l'air d'être assez, je sais pas, grand ou en tout cas assez fin, et du coup, il a un côté un peu dégingandé, ce qui fait que Ah, tu il m'as fait un piqué peu mon mot. personnage de dessin animé. Non, mais c'est ça. Genre, Exactement il ce est que j'allais là dire. et il déambule, et puis il y a un moment donné où il boite Avec aussi son parapluie. dans le film. Exactement, et avec Alors, son parapluie, son... etc. Pardon, hein, mais son boitement m'a irrité au possible. En fait, je déteste les gens qui traînent des pieds. Ah Et mince, du coup, en fait, ça m'agaçait vraiment. J'avais le vraiment pauvre. ça m'a vraiment il fait agacé. pas exprès. Il avait Il C'était faisait peut-être pas une de pas sa très bonne faute, exprès. raison, mais hein. c'était pas de sa faute, mais en fait, ça m'agaçait vraiment. Et c'est vraiment un problème personnel, hein. Donc j'étais là. Mais d'ailleurs, en parlant d'agacement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais avant que on va revenir sur ce que tu voulais dire, Issam, pardon, hein, mais j'y pense là. Il y a un truc que je trouve très bien dans le film, c'est que pendant tout le film, tu es un peu sur, en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'étais un peu sur la sellette les 2 fois où je l'ai vu, entre quand même Toru, il m'agace un peu, en sens où, voilà,
Enfin, il y a des choses qu'il aurait pu mieux faire, etc. Et tu peux pas quand même lui reprocher la mort de Saki parce que c'était un accident, etc. Mais il y a quand même des choses où tu te dis, il aurait pu mieux réagir, etc., Ah, etc. Mais en même il temps, lâche une phrase horrible hein, quand même, hein. oui, mais bon, après, encore une fois, c'est quelqu'un qui, lui aussi, a eu un passé difficile, etc., et qui n'a pas forcément tous les mots pour consoler quelqu'un dans la situation de Saki. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, tu as quand même du mal à leur en vouloir, que ce soit à Anna ou à Toru, de tout ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, ils sont tellement bien faits l'un pour l'autre que tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est la faute de personne, tout ça, c'est juste que Saki, elle a pas de chance dans cette situation. Ils auraient peut-être pu mieux réagir, en tout cas, surtout Toru. Mais moi, je trouve quand même que tu as quand même vachement du mal à lui en vouloir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est la perception que j'avais du personnage. Oui, moi je Voilà. te rejoins là-dessus. Alors, je trouve sur le deuxième Moi aussi. visionnage, il m'a moins agacé que le premier coup. Ok, ouais. Marrant. Très étrangement, alors que là, je savais tout ce qui allait se passer, mais j'avais un peu ce côté, quand il se passe ce qui se passe, ah putain, il a vraiment merdé, quoi. Mais au deuxième visionnage, je me dis que, bah, comme tu l'énonces si bien, c'est vrai que les deux, ils vont si bien ensemble et tout. Et lui, il est dans une situation où bah, c'est bête, certes, mais il se rend pas compte du mal qu'il fait. Vraiment, quand il lui dit que, oh là là, heureusement que t'es pas une fille super canon, sinon pour travailler avec toi, ça serait compliqué. Franchement, c'est horrible à dire ça. Ouais, c'est un Vraiment. peu horrible à dire ça, mais je pense qu'il y a aussi le fait que le monologue, il se le prend un peu de plein fouet, Ouais. en sens où il s'y Oui. attend pas Ah, du mais tout. s'y attend pas. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et il se dit, oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? D'ailleurs, il y a plusieurs plans sur son visage au fur et à mesure du monologue. Et pour le coup, son visage, lui, il est filmé de très très près et on ne voit que ses yeux. Où vraiment, il joue assez bien. D'ailleurs, on voit vraiment que le gars est perdu, quoi. Il Lève la sait pas tête où il même. va. Qu'est-ce qui se Bah, passe? Et, après, moi, je trouvais que c'était. Enfin, la manière dont je l'ai interprété, c'était que c'est une personne qui a un fonctionnement très routinier, très répétitif, qui est vraiment cadré. Enfin, on l'a pas évoqué, mais c'est-à-dire que pour aller à l'université, il a un parapluie qui est un peu un objet fétiche dont il se sert pour pouvoir fonctionner et aller en cours. Parce que sinon, ça a l'air d'être difficile pour lui d'y aller. ouais, il prend Et toujours en le même fait, chemin. moi, Et tout. d'après la manière dont je l'ai pensé, c'est en fait, à aucun moment il imagine que elle puisse être intéressée par lui, dans Mais la je pense mesure où il que est focalisé dans son fonctionnement. c'est un personnage, oui, qui a probablement soit un trouble de l'attention ou en tout cas une difficulté à socialiser avec les autres. Et la preuve que le parapluie, c'est aussi un objet de fixation pour lui qui lui permet en tout cas, de se sentir un peu en sécurité. Ils en parlent un moment d'ailleurs avec Anna. Elle lui dit, ton parapluie, c'est un peu comme le mien et mon chignon, etc. C'est notre arme contre le monde, etc. Ce qui fait que c'est des personnages qui sont un petit peu, oui, peut-être dans une sorte de trouble autistique à ce niveau-là. Et ce que je trouve très chouette, c'est que justement, à un moment donné, il oublie son parapluie, mais justement parce qu'il traîne avec Anna et que du coup, à ce moment-là, il n'en a plus besoin. Oui. Mais je trouve que c'est assez Ça, c'est bien beau, ça. fichu, justement, que cet oubli-là, Oui, il y a une il forme intervienne à ce moment-là du film. d'ouverture sur. Bah, sur ce personnage-là, en tout cas, Mm. on va dire qu'il a aucun problème à communiquer avec Anna. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à des moments, on voit il crie de joie littéralement dans la rue, ce qui l'a fait rire beaucoup d'ailleurs, lui. Mais ce qui est un comportement qui pourrait poser question dans d'autres situations. Mais là, en l'occurrence, c'est juste qu'il se sent enfin à l'aise avec quelqu'un. Et du coup, il se permet des choses qui ne se permettraient pas dans n'importe quelle autre situation, quoi. Donc, je trouve ça assez chouette, la manière dont le personnage est traité de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à l'excuser sur plein de trucs, et en l'occurrence sur sa réaction au monologue de Saki, que encore une fois, il se prend comme un coup de poing dans le ventre et qui, à mon avis, qui va ruminer pas mal derrière. En tout cas, on le voit d'ailleurs dans le reste du film, il a quand même du mal à se remettre de toute cette situation, quoi. C'est pas... Et puis il est aussi, en fait, il revient d'une longue absence au début du film. Oui. C'est mentionné plusieurs Oui, fois tout à fait, à cause, sa grand-mère est décédée quelques mois plus tôt et c'est un deuil qu'il a très très mal vécu. Et il a été absent de la fac pendant plusieurs mois et donc absent de son boulot pendant plusieurs mois, ce qui fait qu'en réalité, la rencontre avec Anna, puis tout le monologue de Saki, il y a assez peu de temps qui se passe et il a eu assez peu de temps pour se remettre dans le bain, ce qui fait que moi j'ai d'autant plus de mal à lui en vouloir de rien voir à ce qui se passe autour de lui. Bah, d'autant plus qu'on l'occulte un peu justement à cause du monologue de Saki qui prend un petit peu toute notre attention au milieu du film. Mais juste avant ça, au moment où ils sont en train de passer le meilleur moment de leur vie, les deux, là, Anna et Toru, il y a quand même le premier personnage qui craque, dont le vernis craque véritablement à l'aquarium, c'est Toru,
qui fond en larmes en expliquant que sa grand-mère est morte et que ça a été très difficile pour lui. Enfin, c'est une scène qui est aussi assez difficile à regarder en réalité, qui met un peu mal à l'aise et on comprend pas trop pourquoi d'un coup ça ressort, etc. Mm. Et Moi, j'ai trouvé que c'était un peu lié au fait qu'ils aient beaucoup discuté et qu'elle lui a parlé de son père son papa, décédé tout à fait. Ouais. et qu'il y a une forme de... Comme on voit qu'ils s'entendent bien et qu'ils parlent beaucoup ensemble, etc., il y a une forme de confiance qui se crée. Et pour moi, c'était une sorte de confession parce qu'il lui fait confiance aussi à ce moment-là, Hmm. de parler de ça. Et dans ce moment, parce que c'est un bon moment qu'ils passent ensemble et le fait de se dévoiler fait partie d'accorder sa confiance à l'autre. Bah, ça s'inscrit vraiment dans cette idée que ils peuvent enfin être eux-mêmes justement parce qu'ils sont ensemble. Et c'est ce que j'ai écrit partout sur mes notes, c'est qu'ils peuvent enfin être bizarres ensemble. Parce que l'un comme l'autre, hein, parce que Oui. Anna, on n'en a pas parlé, mais elle a aussi ses petites Mm. idiosyncrasies, pour Tes être nouilles. poli. Voilà, exactement. Vraiment. Il n'y a pas que Puis ça, hein, mais il elle y a- dit qu'elle a été hikikomori aussi, qu'elle a raté enfin qu'elle allait pas à l'école quand elle était au Voilà, ouais. lycée. Il y a tout un passé aussi de son côté Mais des choses qui peuvent qu'elle a pas s'expliquer, et qu'elle a qu'elle pas n'a pas d'amis. d'amis, exactement, comme lui d'ailleurs. Enfin, même s'il en a un d'ailleurs, c'est Yamane, haha, même si on l'a jamais vu, mais bon, soit dit en passant. Yamane n'existe pas. Selon les rumeurs, Selon ma take, dans mon headcanon, Yamane, il n'existe pas, il est dans la selon la tête de Ah, mais Ming. en vrai, c'est très intéressant. Je l'avais pas Voilà. du tout perçu dans ce sens-là, mais Mais parce que, en vrai, je sais que, en fait, j'ai guetté pendant tout mon deuxième visionnage, mais effectivement, il interagit avec une dame à la cantine qui lui donne à manger. Mais je me puis dis c'est que au c'est une début, donc interaction suffisamment superficielle pour que ce soit dans la tête de Toru, parce que c'est pas un personnage important, la dame qui leur sert à manger. Mais pendant tout le reste du film, vraiment, en dehors de sa copine, qui pourrait tout aussi bien être dans la tête de Toru d'ailleurs, ils interagissent jamais ensemble, quoi. Ils voient jamais Anna alors qu'ils passent littéralement 3 jours avec elle non-stop et que normalement Yamane c'est son meilleur pote. C'est quand même bizarre. Enfin, il y a un truc qui matche pas. T'as Après, toujours moi, l'impression ça me qu'ils- dérangeait pas tellement dans leur fonctionnement. Ouais, Non, parce que leur non, bien fonctionnement sûr. est très cloisonné. J'ai peut-être une autre lecture de ça. Alors, ta lecture est tout à fait valide, mais j'ai peut-être une autre lecture de ça dans le fait que Toru, j'ai l'impression qu'il cloisonne énormément ses rapports humains et qu'il est du genre à jamais se faire rencontrer les personnes. Et moi, je sais que j'ai un fonctionnement un peu similaire en fait, mais mes connaissances ne se connaissent pas du tout entre elles, à part si de base elles font partie du même groupe. Mais sinon, Ok, jamais ouais. elles se rencontrent et je fais attention à ce qu'elles se rencontrent pas. D'accord. C'est- Étant quelqu'un qui a tendance à J'ai avoir envie de besoin de faire en sorte que cloisonner, moi. les gens se rencontrent, j'ai du mal à comprendre ça, mais du coup, je comprends, effectivement. Issam, tu voulais ajouter un truc avant qu'on conclue sur ce film? Oui, alors c'est par rapport à ce film-là et par rapport aussi en général à ce que fait Akiko Oku, en fait, j'aime beaucoup justement son rapport à la bizarrerie de ses personnages Ah oui, bien sûr. et notamment pardon, à leur solitude. Mhm. Parce que je trouve qu'elle ne justifie jamais les raisons de la solitude de ces personnages. Alors il y a des choses qui peuvent la renforcer. Ici, le décès de la grand-mère et du père ont clairement été des facteurs aggravants pour la solitude de Toru et Hana. Et il y a aussi des trucs dans Tempura, mais on comprend que les personnages avaient déjà cette nature solitaire, cette difficulté à interagir avec les autres à l'origine, et en fait je trouve ça très rafraîchissant et très juste que la difficulté sociale, l'isolement soit pas lié à un traumatisme ou à un choc quelconque, que le vécu peut l'aggraver, mais que c'est quelque chose qui de base est là de base dans le caractère et finalement n'est pas quelque chose à soigner Oui. en affrontant le traumatisme original, c'est juste un élément Ouais. de caractère qui comprend comme tel. Il y a des Alors, soit il y a effectivement, des il faut apprendre à pas se faire, pardon, il non, faut je dis apprendre à pas se faire submerger par ça, mais il faut apprendre à établir un rapport au monde qui prenne ça en compte, on va dire. ouais, il y a tu peux mettre des choses en place via des objets, via des lieux aussi pour Des parapluies. avoir un rapport au Oui. monde qui te permet de pouvoir fonctionner Mhm. et d'avoir un rapport aux autres aussi quoi. Et en Ouais. même temps, il y a aussi l'idée vraiment de rejoindre quelque chose du monde avec. J'aime beaucoup cette scène où il rejoint la manifestation, au final, Oui. pro-Palestine. Il y a une idée de oui, j'ai du mal avec les gens, mais il y a des combats qui valent la peine.
Et donc il y a des fois, je vais quand même faire cet effort d'aller vers le monde et arrêter d'effacer l'existence du monde, de totalement me cacher sous le parapluie en fait. Mais tu sens que ça lui tient à cœur en plus, parce qu'il me semble que c'est Toro qui dit, je sais plus si c'est lui ou Anna qui dit en premier, mais qu'il y a un des deux personnages qui dit j'ai envie d'aller manifester, et l'autre il lui fait moi aussi. Et du coup ils y vont ensemble et ça se fait tout seul, mais ça sent qu'il y a quand même une envie profonde de rejoindre le groupe qui vient de passer. Ouais, quoi. oui, c'est Toru qui le dit. Oui, c'est Toru qui le dit. C'est ça. Donc, non, c'est vrai que c'est intéressant comme take. Mais moi, je maintiens que Yamane n'existe pas, au même titre que Ei suis dans ton n'existe bus. pas dans Tempora. Voilà, C'est exactement. peut-être le même en fait. Il fait 50% avec Toru, 50%. 50% avec. Mince, comment Ouais. elle s'appelle déjà, la personnage de Tempora? J'ai oublié. Je suis dans Mitsuko. ton train. Merci. Moi Merci aussi, d'être hein. dans mon train. J'avoue Ah, que tu m'as convaincu. Je pense que Akiko Oku, c'est juste. C'est son truc. C'est son En fait, truc, l'ami aucun de ces imaginaire. personnages n'existe dans aucun de ces. C'est son propre commerce. Tout est faux. Ne croyez rien de ce que vous Tout voyez. ça n'est qu'un rêve. C'est comme le Incroyable. débat. Et comment- le truc Comment de ne la pas parler? bande. Mais est-ce que vous pensez que Edith Sakura, Cage. la chienne, existe? Moi, je pense qu'elle existe quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui Oui. la voient. Oui, la Tout va chienne, bien. énormément de gens la voient. Voilà, même le gardien du Oui. campus la voit. Ça fait ferait rigolo. beaucoup Alors, d'illusions parce que alors- collectives. Si elle Le campus n'existe pas, n'existe pas en fait. la scène quand il joue la chienne à la fin et que oui, c'est incroyable. Anna le chatouille, Mm. serait encore plus gênante si Très, jamais très la gênant. chienne n'existe pas. C'est vrai. Et Cette vraiment, scène le- m'a vraiment interrogé la première fois que je l'ai vue. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah, Mais bah, heureusement, elle est pas même très la longue. deuxième. Hein. Ouais, la deuxième aussi, ouais. Mais la deuxième, C'était je très, l'attendais très en long. fait. Donc, C'est très long. En tout cas, vous l'avez compris, un film qu'on a beaucoup aimé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez vu aussi. On espère que vous l'avez apprécié. Sans plus attendre, on va passer au moment que tout le monde attend ici, à savoir Quiz. le quiz de l'épisode. Attends. Et aujourd'hui, le quiz, il va être simple. Il va rendre hommage au titre français de ce film. Et le quiz, ça va être Tokyo ou Kyoto. Oh là Je là. vais vous donner des noms de films et vous allez me dire si c'est Oula. Tokyo ou Kyoto. Oula. Alors, Performé dans ce Dans quiz-là. le titre ou Dans le ça se titre. passe dans le d'accord. titre. Ah, dans le titre. titre. Le nom de Ah. la ville est quoi qu'il arrive dans le titre. Mais il y a un D'accord. nom de ville. Il y a soit Tokyo, soit Ok. Kyoto. Ah ok, ouais, si c'est dans le titre, c'est bon. Voilà. C'est pas dans le film. Enfin, il est probable que le film se passe dans cette ville. Des films japonais. Non, non, il n'y a pas des fun Il fallait facts. savoir où est-ce que ça se passait. Vous saviez que tel film, ça se passe. Terrible. Non, il n'y a pas ça. On commence avec un film de Yasuhiro Ozu qui s'appelle Ghost de Tokyo ou Kyoto. Tokyo. Tokyo, ça sonne Tokyo. mieux. Oui. Je suis Vous êtes quasiment sûr que c'est Kyoto, moi. Est-ce que vous êtes Ah sûr bon de vous? Ah non, moi je suis pas sûre du tout. Ah maintenant j'ai Moi un non doute. plus, hein, j'ai dit au pif, J'ai un hein. doute. C'est Mais dit au pif, hein, c'est vraiment. C'est Ghost Non, de c'est Tokyo. Tokyo. Félicitations, Mathieu. Ah, j'ai eu C'est peur. Ghost Je de suis Tokyo. je suis fou. Le Mais vous doute. voyez comme quoi Le film non plus n'existe pas. Voilà, la similitude entre les deux noms jette le doute, même sur des films assez C'est connus. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est Rendez-vous à Tokyo ou à Rendez-vous à Kyoto de Daigo Tokyo. Matsui. À Tokyo. Tokyo, Tokyo. C'est Rendez-vous à Tokyo. Bien joué. Nous cherchons un film de Kenji Misumi qui s'appelle Deux sœurs mélancoliques à Tokyo ou à Kyoto. J'ai jamais entendu parler de celui-là. Je sais Ouais, pas. ah merde. Ah, Ouais, c'est je connais dommage. pas non plus. Disons que. Disons que le film dont on a parlé étant un peu mélancolique, on va rester à Kyoto, ça me Ouais, semble tu dans le penses? Ouais, Allez. pour un point pour Kyoto, disons. Allez, Chloé, tu as raison, c'est bien Deux sœurs mélancoliques à Bravo. Kyoto de Kenji Misumi. Prochain film, on cherche Kenshin Kyoto Inferno ou Kenshin Tokyo Inferno de Keiichi Kyoto Otomo. Inferno. C'est effectivement Kyoto Inferno. Tu l'as dit avec tellement d'assurance que je n'ai même pas besoin de faire genre. Il Il savait. est très très bien d'ailleurs. Et je ne l'ai pas vu. Les films Kenshin, il faudrait que je les rattrape. On cherche un film qui va sortir au mois d'août qui s'appelle Des fleurs pour Tokyo ou Des fleurs pour Kyoto de Dansuka Yuiga. Pour Tokyo. Tokyo. Des fleurs pour Tokyo, tout à fait. On cherche un film qui s'appelle juste Tokyo, point d'exclamation, ou Kyoto, point d'exclamation, co-réalisé par Bong Joon-ho, Michel Gondry et Léos Carax. Tokyo. Tokyo, ouais, il me semble. Ouais, vous êtes sûr? Oui. Ouais, C'est effectivement Tokyo, point d'exclamation. Et enfin, mystifié. nous cherchons Tokyo, mon amour, ou Kyoto, mon amour, d'Alain Resnais. C'est pas Hiroshima, mon amour? Ouais. C'est Hiroshima, mon amour. Ah c'était oui. un Oui. piège. Félicitations, Charles. Ouais, t'as fait bugger mon cerveau là. Genre, quoi C'est pour ça, C'est j'étais pas là la bonne genre. ville Alors,
même si Dans on ces me met le doute, courts-métrages des je débuts, sais que c'est peut-être. Hiroshima. Un obscur Avec film que personne n'a vu. le monologue. Oh non, film compliqué. Eh J'aime bien, beaucoup. voilà pour le quiz. Voilà pour le quiz. Passons aux éventuelles recommandations culturelles de chacun chacune. On en a tout le temps, donc je dis éventuelles, mais en réalité, je suis sûr que vous en avez. Je suis sûr que vous en avez noté plein. Chloé, quelle est ta Oui. recommandation du mois? Alors, c'est un film qui sortira en septembre, je suis désolée. Ah, C'est les gens ont le temps de noter comme ça. exactement, mais c'est l'invitation des Invites de Olivia Wilde, du coup, que j'ai pu D'accord. voir à Londres à la BFI pendant mes vacances en juillet. Et qui était très très bien. Donc je ne vais rien dire sur le film parce que c'est pas possible de dire quoi que ce soit. Mais globalement, on se retrouve avec une fête des voisins, enfin qui n'est pas très festive, mais un couple de voisins qui se retrouvent chez, en l'occurrence, les personnages joués par Olivia Wilde. euh, et qui part dans une aventure assez rocambolesque. Donc, c'est un film très très sympa, très théâtral, qui est en huis clos et que je vous recommande vivement quand il sort le 16 septembre en France, du coup. Voilà. Ok. J'ai une question. Oui, Rassure-moi, est-ce que c'est mieux que Don't Worry Darling? largement mieux. C'est Ok, c'est c'est très bon. très bien. Ça Et veut pas dire grand-chose, cela dit. c'est à un moment. non, Ouais, parce qu'on non, part non, de très non. bas, certes. C'est Mais ça. Mais là, c'est très très bien. Et le casting de Seth Rogen, Olivia Wilde, du coup, Penelope Cruz et Edward Norton fonctionne très très bien. C'est très très drôle. C'est parfois un peu gênant, mais surtout très drôle. Ah, il y a Et Penelope Cruz dans le ouais, film. Mais qui est pourquoi excellente. n'as-tu pas commencé par là? Incroyable. C'était Je important, vais tu y vois, aller. d'y aller progressivement, mais Ouais, franchement, de faire allez-y. un build-up. Ouais, je comprends. Exactement. Voilà, pour le 16 septembre, du coup, pour la Très rentrée. bien. The Lol. Invite, l'invitation en français, Exactement. je suppose. Issam, de ton côté, que nous recommandes-tu ce mois-ci? Alors moi, c'est à l'affiche en ce moment. Wow. C'est Dry Leaf d'Alexandre Koberidze. Alors ça ne doit pas être dans énormément de salles. Qui est un film géorgien qui Oh là. prend Ah ouais. comme vague intrigue, on va dire, parce que ça a assez vite peu d'importance, un père qui part à la recherche de sa fille photographe à travers la Géorgie, et tout ce qu'il sait avant qu'elle disparaisse, elle lui laisse une lettre pour lui dire de ne pas s'inquiéter, mais elle a disparu, et tout ce qu'il sait, c'est qu'elle était partie photographier des terrains de foot dans des villages en Géorgie, et donc il décide de faire une enquête sur tous les terrains de foot de village du pays en allant d'endroit en endroit. Et c'est un film très contemplatif qui juste est passé à globalement regarder des paysages et les personnages qui vont de paysage en paysage, avec cette particularité que c'est filmé avec une caméra très basse définition. Alors je crois que c'est du 144 pixels. Oula, Ce qui ouais. donne un côté vraiment très étrange aux images, parce que il nous manque plein d'informations, et à côté de ça, il y a plein d'artefacts qui se créent partout. C'est assez fascinant comme exploration, où finalement les paysages deviennent presque abstraits. J'ai trouvé ça très très beau pour ma part. Voilà. La Géorgie en 40 kp, depuis qu'il est parisien, Issam, il va voir des films tous plus obscurs les uns que les autres. Bravo J'ai vu la Issam. bande-annonce On a avant. ouvert une boîte de Pandore. J'ai vu la bande-annonce du film avant ma séance de Blue Heron, Héron bleu, parce que je dis n'importe comment. C'était intéressant comme bande-annonce. C'est Merci intéressant. de ta Merci diplomatie. Chloé pour cette Non, co-recommandation. mais c'était vraiment intéressant. C'est très intriguant parce que c'est vraiment une expérience, je pense. William Très bien. Friedkin disait que intéressant, c'est ce qu'on dit d'un film quand on le trouve très mauvais. Et qu'on Oui, veut je suis spoiler. pas d'accord avec Mais cette merci. citation Moi de non plus. William Ouais, moi non Friedkin. plus. Moi, Moi non plus. Et là, en plus, j'ai pas vu le Ah. film en l'occurrence, donc je peux pas dire. Mais il me semble que Nnedi Okorafor disait ça de la même manière de toute œuvre d'art, et du coup, je pense qu'il y a un truc avec les artistes où ils aiment pas qu'on dise que leur travail est intéressant. Ils préfèrent Alors, on va qu'on dire dise que ce soit intriguant. horrible. Intrigant. Voilà. Voilà. Ouais, mais je peux comprendre. C'est vrai que dans Intéressant, il y a un côté, on a été stimulé intellectuellement, mais pas du tout touché émotivement. Du coup, je peux suis pas comprendre d'accord. que ce soit mal pris. Ah bah, on peut l'être les deux aussi, c'est possible. Charlotte, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Eh ben, j'espère. Bah non, du coup, je peux pas. Ou pas? Bah si, parce que ce que je vous Stimulant. recommande, Parfaitement inintéressant. en réalité, c'est parce que donc je vais mettre mes lunettes. Enfin, on ne Vas-y. le verra pas car c'est un podcast, mais Les de lunettes de professionnel. Je t'imagine avec des lunettes, vas-y. Parce que donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en ce moment l'édition indépendante est en grande difficulté car il y a le distributeur Macassar qui est au bord de la faillite et c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément très bien quand on travaille pas dans le milieu professionnel du livre.
Donc, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller écouter l'émission de France Culture du 16 juillet, qui est Question du soir, le débat, présenté par Antoine Dulster, qui s'appelle « La crise de l'édition indépendante a-t-elle commencé ?» où il y a des super invités, dont Marina Simonin, éditrice à La Dispute et aux éditions sociales, Benoît Vaillant, président de Pollen Diffusion, qui est aussi un diffuseur indépendant et un distributeur indépendant, et un directeur d'une librairie qui s'appelle les Guetteurs de Vent dans le 11e. Et donc, l'émission dure 45 minutes à peu près, et ça permet de bien comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui dans le monde de l'édition indépendante. Et vous avez aussi sur le même thème, si jamais vous voulez une émission plus courte, une émission de Blast qui est sortie le 22 juillet, qui s'appelle L'édition indépendante est en danger de mort, où il y a 2 invités, toujours Marina Simonin des éditions sociales et des éditions de La Dispute, mais aussi Jean-Baptiste Naudy des éditions Rothbo Creek, qui parle de l'édition indépendante. Donc c'est un petit condensé, peut-être un peu plus punchy politiquement qu'à France Culture, de ce qui se passe en ce moment. Et donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, et si vous avez envie de soutenir les éditeurs et éditrices indépendants, je vous invite à aller écouter une ou l'autre, ou les 2 émissions que je viens d'évoquer. Eh ben, merci Charlotte pour ces 2 émissions. Blast, France Culture, 50 nuances de gauche. Mathieu, de ton côté, on a commencé le podcast avec toi, on va le terminer avec toi. Qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? Eh bien, je vais faire une petite recommandation musicale, et je vais rester sous les cieux japonais. De Kyoto? De Kyoto, non, parce qu'elle habite en Belgique, mais c'est pas grave. Ah mince. Mais elle est De japonaise. Bruxelles? On va imaginer Imaginons. Très bien. Donc, moi, je vous recommande l'album You, alors Y-U-U, Ok. 2 points, Gentleness and Melancholy, de Kaori Uemura, qui est une gambiste, donc une joueuse de viol de gambe, qui, si vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble un peu à un violoncelle, en un peu plus petit, je crois. Bref, qui est un album où elle rejoue tous les plus grands standards de la viol de gambe. Je sais pas si ça va. Quels sont les intéresser grand monde Vas-y, ici. Mathieu, quels sont les tubes à la viol de gambe? Vas-y, Eh ben, attention, accroche-toi à ton siège. Ouais. Un des grands tubes de la viol de gambe. Je sais pas c'est si toi ça qui va l'as aller. mis dedans tout seul là. Et on a- Vas-y, et on a vas-y. dit Moi, Marocco. c'est un morceau que j'adore, qui Ah ouais. s'intitule Le badinage de Marin Marais, composé Oui, initialement d'accord. donc par Marin Marais, qui était un compositeur français, qu'on entend dans le film Aucun autre choix de Park Chan-wook, sorti au mois de Oui, février. c'est celui que Ah, je vous ai mis à très la bien. fin. Exactement. Alors elle joue avec un violoncelle, donc ça n'a pas tout à fait le même C'est un son. sacrilège Et en plus, finalement pour les gambistes. Peut-être qu'ils se sont crevés les oreilles en voyant le film. C'était pas mon cas. Moi, ça m'a rappelé ce morceau parce que je l'avais déjà entendu dans le film Tous les matins du monde, je crois. Oui. Mais de fait, super album si vous aimez la musique un peu tranquille, un peu mélancolique, un peu triste, parce que bon, bah, c'est de la viol de gambe en plus sur les solos sur la majorité des morceaux. Donc, c'est pas la grosse joie, hein, on va pas se mentir, mais je trouve ça très, très apaisant, un peu comme Sous le ciel de Kyoto. Et c'est très en détente, et je trouve ça très agréable, par exemple, à écouter quand je fais de la lecture. Voilà. Cool. Eh bien, c'est cool que tu mentionnes la lecture, puisque ma recommandation de mon côté est un bouquin que j'ai presque terminé, qui s'appelle c'était- Woman Work, qui est un livre qui est écrit par Delia Devin, qui a été écrit dans les années 70. C'est un bouquin sur la condition des travailleuses en Chine sous la révolution de Mao. Et du coup, c'est super intéressant, mais c'est extrêmement niche. Et c'est un bouquin de sociologie que vous ne retrouverez qu'en occasion. Et il coûte à peu près 30 €. J'ai regardé un peu partout sur Internet. Voilà, donc si vous vous intéressez à la manière dont les femmes travaillaient à l'époque, avant que Mao prenne le pouvoir, à proprement parler, en Chine, c'est super intéressant. Si vous vous intéressez au féminisme de façon générale, c'est très intéressant, ou au monde du travail également.
a fortiori en Chine, c'est d'autant plus intéressant et c'est un très bon complément de lecture à un bouquin À que la je Chine, en gros. recommande tout le temps, exactement Issam, à la Et- Chine en grève, dont je sais J'attendais que tu es cette en train de recommandation. le lire en ce moment. Donc voilà, Oui. j'aurais au moins réussi à convaincre une personne de lire ce livre. Non, mais c'est effectivement très bien, hein, ça vaut d'être Ah, recommandé à chaque merci, épisode. vas-y, fais l'article de la Chine en grève, excellent livre. T'en as déjà Voilà. dit tout bien qu'il faut. Donc voilà, Mais il y a une lisez. gréviste qui se fait bousculer par les flics et qui leur demande de s'excuser, et ça, Voilà, c'est épique. c'est ma préférée du livre. Donc voilà, lisez La Chine en grève, lisez Woman Work, et puis voilà. On va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que Woman est hébergé à titre gratuit par Vodio, la plateforme de l'association Bad Geek. Si vous aimez l'émission, pensez à la partager autour de vous. Woman ne s'arrête pas pendant l'été. Le mois prochain, nous accueillerons un invité surprise avec qui nous parlerons du film d'animation Lise et l'oiseau bleu de Naoko Yamada. On y arrive enfin, on vous l'a promis. On y arrive. On vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bisous.